Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui portera sur le thème Lutte contre la corruption en entreprise. Où en est-on? Quels sont les moyens des lanceurs d'alerte? Comment assurer la qualité de vie au travail? Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à cette webconférence et merci aussi à nos invités d'avoir accepté d'intervenir sur ce thème. Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, spécialiste de la gestion de crise et président fondateur du groupe Technologia. Yves Monieris, avocat en droit pénal et compliance. Je m'appelle Marilyn Gomez et je serai sur le chat en ligne. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez nous les poser via le chat. Jean-Claude Algen et Yves Monieris se consacreront les 20 dernières minutes pour y répondre. Je laisse à présent la parole à nos invités. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un peu compliquée que nous vivons tous, de sortie de crise pandémique, en espérant qu'on n'aura pas à vivre un quatrième confinement. Donc aujourd'hui, avec Yves, nous allons revenir sur la problématique de la corruption en entreprise, pas que de la corruption d'ailleurs, enfin, tout ce qui est en fait en contradiction avec la loi. Et pour cela, donc, je vais introduire les débats et Yves, après, ira un peu plus sur le fond de la loi Sapin 2, qui fête ses 5 ans aujourd'hui, avec la volonté de comprendre, en partant de, je dirais, l'étude que nous avions menée il y a 5 ans, juste avant la loi Sapin 2, et jusqu'à maintenant, quels sont les progrès qui ont été réalisés en matière de, je dirais, de lutte contre la corruption et qu'est-ce qui reste à faire réellement. Voilà. Donc, nous avons, comment dire, euh, beaucoup travaillé sur cette problématique des lanceurs d'alerte, comme vous le savez. L'étude que nous avions menée il y a 5 ans avait montré qu'il y avait une nécessité d'une réglementation. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu de 2005 jusqu'à globalement 2015 6 ou 7 textes de loi qui touchaient à cette comment dire, à cette problématique de la corruption et de la lutte contre la corruption en entreprise. Donc, nécessité de simplifier le maquis. Deuxième aspect, nécessité aussi de renforcer la lutte contre la corruption, car on voit que, y compris dans les classements internationaux, la corruption a beaucoup profité en France, puisque la France a perdu dans son classement par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus vertueux. Donc, nécessité de renforcer la lutte contre la corruption et puis nécessité aussi de mieux assurer la protection des lanceurs d'alerte parce que, comme vous le savez, bon nombre ont été malmenés, bon nombre ont été, après avoir lancé une alerte, dans l'œil du cyclone, comme on dit. Et donc, on va en parler, mais et on verra aussi surtout si l'évolution de la réglementation a permis de sécuriser ceux qui, à un moment donné, sont confrontés à des constats assez terrifiants pour leur. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut devenir lanceur d'alerte dans une entreprise, dans un service public, sans trop risquer, en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a un droit à la protection réelle? Est-ce qu'on a la possibilité d'agir en conviction, en cohérence, en alignement avec son éthique, ou est-ce qu'il vaut mieux se taire, accepter tout, voire quitter l'entreprise ou le service public dans lequel on est? C'est ça les vraies questions auxquelles on veut répondre aujourd'hui. Euh, alors, le constat qu'on avait fait il y a 5 ans, hein, pour introduire les débats, pour bien mesurer où là on en est aujourd'hui, c'était que globalement, les constats étaient assez dramatiques, hein, puisque 40%, c'est-à-dire pratiquement une personne sur deux chez les salariés considérait que dans leur entreprise, il y avait des pratiques qui allaient en contradiction avec la loi. 42% en fait considéraient que les consignes de santé, sécurité n'étaient pas en fait respectées. 37% faisaient état de dissimulation et de mensonges de la part de leur direction. 24% relevaient aussi des discriminations et surtout, un salarié sur 4 quasiment déclarait avoir été dans le passé incité à frauder de la par ses directions. Hein. 1 sur 4, c'est-à-dire qu'un salarié sur 4, on l'a incité à se taire, à ne rien dire, à donc aller contre la réglementation
je dirais, alors avec différentes méthodes, hein, ça peut être soit de la manipulation, soit de la répression, soit de l'intimidation, des menaces, et cetera. Mais globalement, 1 sur 4. C'est quand même, très révélateur je dirais, d'une ambiance, de travail. Et puis beaucoup se sont retrouvés dans des situations de conflit éthique, c'est-à-dire globalement, je vois quelque chose, je constate qu'il y a un fait, qu'est-ce que je fais, hein? Je donne cet exemple-là. Nous, on avait travaillé dans le passé sur une banque, la banque, des collectivités locales, devenue Dexia, avec le Crédit local de Belgique. Et dans cette entreprise, juste avant la crise de 2008, on travaillait beaucoup avec les salariés, les élus du personnel, et on avait eu beaucoup de personnes qui nous avaient fait état je dirais, d'orientation stratégique, de pratique, d'indexation je dirais, des prêts sur des monnaies un peu, comment dire, étrangères folkloriques. Donc, et résultat des courses, quand tout cela est arrivé, quand la crise est survenue en 2008, eh bien, Dexia a coûté aux contribuables français plusieurs milliards, puisqu'il a fallu recapitaliser parce que tout a volé en éclats. Mais ça a volé en éclats parce que justement, les alertes qui avaient été remontées de la part des financiers, des salariés financiers, n'avaient pas été suivies d'effet par le top management. Donc, c'est vraiment souvent le bon sens qui devrait gouverner, mais encore une fois, parfois, on n'arrive pas à faire entendre la voix du bon sens au sein des entreprises. Je me rappelle aussi une affaire aux Antilles où des salariés avaient été confrontés au fait que l'entreprise allait prendre du sable sur la plage pour faire du ciment. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous prenez du sable de plage pour faire du ciment, le ciment est de très mauvaise qualité, il ne tient pas. C'est une question, je dirais, en fait, organique, hein, de la forme des grains de sable. Eh bien, quand vous prenez du sable sur la plage, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir un phénomène d'écroulement, plus ou moins tardif, mais c'est pratiquement sûr qu'il y aura un problème. Les salariés, là encore, étaient confrontés à une situation où si effectivement ils s'exprimaient, ils étaient réprimés et donc les immeubles ont pu être construits et vous voyez ce que ça signifie parce qu'en fait les gens savent qu'il va y avoir des problèmes après et donc la responsabilité morale qu'il peut avoir. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas simple, que lorsqu'on est confronté à des comment dire, à des évolutions qui sont contraires à notre éthique, comment faire comme pour agir, pour ne pas être qu'en fait dans une situation intenable, en conflit d'intérêts avec soi-même, en conflit d'éthique, voilà. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait trois grands. Premièrement, il y avait un certain angélisme, les salariés considérant que globalement les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes ou faisant confiance en fait à leur hiérarchie ou aux procédures mises en place. Deuxième aspect, dans cette étude qui avait quand même fait beaucoup de bruit à l'époque, il y avait une certaine défiance de la part des salariés confrontés à des problématiques de fraude pour en parler, hein. Ils avaient peur d'en parler avec, en particulier, les élus du personnel. Et puis, troisième aspect, une méconnaissance réelle des procédures, de comment on fait lorsqu'on a effectivement connaissance de faits délictueux, qu'est-ce qu'on doit faire. Et le constat que nous avions fait à l'époque, c'est qu'un tiers ne connaissait vraiment pas les procédures à mettre en place ou mises en place, hein. Personne ne savait vraiment comment faire, comment agir. Un tiers ne se sentait pas concerné, ayant constaté les faits, ben, ne voulant pas en parler. Et un tiers craignait des représailles, c'est-à-dire avait peur que s'ils en parlaient, bah, ça ait un retour de boomerang sur leur activité, un retour de boomerang sur leur emploi, leur travail, de se faire virer, etc. Donc, globalement, se taisaient. Tout ça pour dire que euh, quand en fait on a fait ce constat, on a interrogé 25 lanceurs d'alerte, dont des gens très connus, et pour tous les gens que nous avons eus, tous, il y avait aucune exception, donc il y a 5 ans, tous nous disaient, après avoir lancé, par exemple Stéphane Gibault à l'UBS, après avoir lancé cette alerte, eh bien le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ça a été un véritable cyclone. Ma vie a été vraiment bouleversée parce que j'ai dû m'affronter aux intérêts de la boutique, de l'employeur. J'ai dû avoir affaire au plus haut niveau au pouvoir de l'entreprise parce que j'étais une menace interne et j'ai été donc malmené, j'ai été
accusés de jouer l'intérêt de la concurrence, de ne pas respecter le secret des affaires, etc. Il y a eu de multiples actions entreprises contre moi. Ça a été véritablement un bouleversement de ma vie. J'ai tout perdu. Voilà. Donc, les lanceurs d'alerte, il y a 5-6 ans, étaient dans une situation de très grande fragilité. Bon, on a connu des histoires, comme vous le savez, par exemple Snowden, etc. Bon, où on a vu des lanceurs d'alerte au niveau international être vraiment dans l'œil du cyclone. Mais c'est pareil dans les entreprises en France aujourd'hui. Quand quelqu'un, en fait, décide d'agir avec éthique, très souvent, il y a un grand bouleversement dans sa vie. Et donc, la question qui se pose, et je vais laisser la parole à Yves pour y répondre, c'est quel a été l'apport de la loi Sapin 2 qui visait aussi quelque part à régler ces problèmes. Qu'est-ce que en fait la loi a permis? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Comment faire aujourd'hui pour faire en sorte de garantir un cadre éthique pour permettre aux uns aux autres d'agir au mieux de l'intérêt collectif? Parce que c'est toujours cette question-là qui est posée quand il y a fraude, quand il y a malversation, quand il y a non-respect de la réglementation, quand il y a corruption. Il y a donc non-respect, je dirais, de la réglementation et très souvent, il y a atteinte indirecte ou directe à l'intérêt général. Donc, la vraie question, c'est comment on fait pour préserver l'intérêt général en s'appuyant sur la conscience et l'éthique de tous. Je laisse donc la parole à mon ami Yves et on reprend après avec les questions si vous en avez. Oui, bonjour à tous. Effectivement, à la suite de l'introduction de Jean-Claude, se pose donc la question de l'efficacité de la loi Sapin après 5 ans de mise en œuvre. 5 ans de mise en œuvre, effectivement, de réception en réalité d'une législation internationale, dans la mesure où, effectivement, du côté de la France, il n'y avait pas nécessairement de volonté certaine, et ça a été énormément souligné par des organisations telles que Transparency. Il n'y avait pas de volonté du côté des pouvoirs étatiques de transposer la législation des directives européennes, puisque effectivement le statut du lanceur d'alerte à l'origine, c'est un débat qui a lieu devant le Parlement européen et qui aura ensuite lieu devant le Parlement français. Et effectivement, on avait plutôt une position avec des lobbying forts au niveau de l'Union européenne pour réduire à la proportion congrue le statut de lanceur d'alerte et notamment l'étendue de sa protection. Et lorsqu'on parle d'étendue de sa protection, ce n'est pas seulement la protection juridique, c'est aussi l'accompagnement financier parce que, effectivement, lorsque vous devez faire face au risque de perdre votre emploi, par exemple, à avoir à vous défendre sur une multitude de procès en dénonciation calomnieuse, diffamation, etc., effectivement, ça peut générer des coûts et cette logique de coût de la défense doit être prise en considération parce que au fond, vous êtes alors un lanceur d'alerte, un colosse au pied d'argile. La loi vous donne des pouvoirs, mais elle ne vous donne pas les moyens financiers de réaliser effectivement les droits qui vous ont été autorisés par le législateur. C'est dans certaines circonstances qu'intervient la loi Sapin 2. La volonté des pouvoirs publics à l'époque est de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, étant précisé que effectivement cette loi Sapin 2 intervient à la suite de scandales qui touchent des groupes français et des entités françaises, notamment pour des tromperies sur le marché, hein, et qui touchent également des entreprises étrangères, mais pour lesquelles les consommateurs français peuvent être concernés. C'est tout ce qu'on a appelé les affaires du Dieselgate, relatives aux tromperies des ordinateurs de bord par divers constructeurs internationaux, dont certains constructeurs français mis en cause. C'est dans cette circonstance que, effectivement, le législateur va poser comme principe un devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance, il nous est hérité des modes de pensée anglo-saxons, dans la mesure où, effectivement, depuis toujours, les anglo-saxons considèrent que la régulation du marché n'est efficace que si les acteurs
objet de cette régulation sont pleinement partie prenante de cela. C'est la différence effectivement avec le système latin dans lequel nous vivions, où on laissait à l'État ce pouvoir régalien de contrôle. Le monde anglo-saxon imagine les choses de manière tout autre en permettant une remontée entre guillemets spontanée de l'information par les opérateurs eux-mêmes. C'est ces principes-là qui vont s'exercer dans le cadre de la loi Sapin, puisque effectivement la volonté, c'est alors de renforcer les mises en... Rebonjour et veuillez nous excuser de ce problème technique. Et veuillez nous excuser de ce problème technique. Je n'ai pas la maîtrise de savoir quand nous avons été coupés. Donc, très rapidement, je vais reprendre la synthèse et veuillez m'en pardonner si ça a déjà été dit. Donc, pour faire simple, c'est la mise en place d'un devoir de vigilance. L'idée, effectivement, du législateur français contraint par la directive européenne est de renforcer la transparence pour mieux lutter contre la corruption, et nous verrons ce que ça recouvre, parce que ça recouvre un certain nombre d'infractions, et moderniser la vie économique. Le champ d'application de la loi Sapin est alors extrêmement large, puisqu'il vise en réalité toute entité économique dès lors qu'elle emploie plus de 50 collaborateurs. De ce point de vue, nous verrons par la suite l'intérêt également de la loi Sapin 2 qui peut s'appliquer par effet de ruissellement, dit-on, aux PME, et nous en discuterons en fin d'exposé pour voir comment effectivement les PME elles-mêmes sont concernées par la loi Sapin, même si de prime abord, elles ne rentrent pas dans la définition de l'objet de la loi. Cette loi Sapin 2, donc, cette loi Sapin 2 crée... Veuillez m'excuser. Cette loi Sapin 2 je sais pas comment ça fait. Excusez-moi, je vous remets. On est sur le premier slide. Voilà. Veuillez m'excuser. Voilà, donc cette loi Sapin 2, les objectifs sont les suivants: renforcer la transparence, mieux lutter contre la corruption et moderniser la vie économique. Les apports de cette loi, c'est la mise en place, qui est très importante, d'un dispositif de signalement. Dans les entreprises, ça se matérialise par la rédaction générale d'une charte qui va décrire le process avec la mise en place d'un référent anticorruption, qui sera l'outil de recueil indispensable des alertes. Ces alertes, effectivement, pourront être effectuées par celui qu'on appelle le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, quel est-il? Le lanceur d'alerte, il est défini effectivement par l'article 6 de la loi Sapin, qui est une personne physique, par opposition aux personnes morales. Ça, c'est très important. Ne peuvent être lanceurs d'alerte et ne se voir reconnaître le statut de lanceur d'alerte que les personnes physiques, qui révèlent ou signalent de manière désintéressée et de bonne foi. Donc, ce sont les deux critères et ils sont essentiels: un crime ou un délit, donc là on est dans le champ pénal, une violation grave ou manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement de la loi ou du règlement, ou d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général. Donc, deux typologies, effectivement, concernant le lanceur d'alerte. D'une part, des conditions qui tiennent à sa personne, et d'autre part, des conditions qui tiennent à la typologie des faits qu'il va dénoncer. Concernant sa personne, le lanceur d'alerte, personne physique. D'autre part, le lanceur d'alerte doit agir de manière désintéressée et de bonne foi. Agir de manière désintéressée et de bonne foi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'effectivement, le lanceur d'alerte peut être concerné par les faits, mais il ne doit pas se servir
des faits comme d'un levier de négociation avec son employeur dans le cadre, par exemple, d'un départ négocié ou de quelque chose de la sorte. Si effectivement il use de cette voie, il perdra alors naturellement son statut de lanceur d'alerte parce que son caractère désintéressé sera remis en cause. De même, il doit agir de bonne foi, c'est-à-dire que effectivement l'information qu'il doit révéler doit être quelque peu circonstanciée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans ma pratique professionnelle, je recommande très régulièrement, lorsque effectivement l'alerte est donnée par un salarié via le référent anticorruption de l'entreprise, d'une part, d'acter la date de l'alerte, d'autre part, puisque légalement, elle va entraîner des délais procéduraux dans lesquels l'entreprise doit répondre aux lanceurs d'alerte sur les actions qu'il compte mettre en œuvre suite à l'alerte dénoncée, et d'autre part, effectivement, de permettre un échange entre le lanceur d'alerte et le référent anticorruption, ou enfin, s'il y a lieu, qu'il puisse y avoir une transmission de premiers éléments, puisque effectivement, pour apprécier la bonne foi du lanceur d'alerte, parfois le référent anticorruption devra disposer d'un certain nombre de documents qui peuvent rendre crédibles les propos allégués par le lanceur d'alerte. Ça, c'est un point très important, effectivement, parce que c'est de ce point de vue et à partir de cela qu'on va pouvoir cristalliser sur la personne qui révèle des faits le caractère ou non de lanceur d'alerte, agir de manière désintéressée et de bonne foi. Alors, une fois qu'on a passé cette première étape, qui est propre à la personne, maintenant il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on dénonce et qu'est-ce qu'on révèle. Très simplement, d'un côté, on dénonce une infraction pénale. Pas de difficulté, nous verrons après, dans la suite de l'exposé, quelles sont les infractions pénales visées par la loi Sapin, effectivement, et quels sont les statuts qui s'appliquent. Les statuts qui s'appliquent, puisque je vous rappelle qu'il peut y avoir des interférences. Nous avons d'un côté un statut de lanceur d'alerte qui est prévu par la loi Sapin 2, qui concerne les infractions économiques dont l'entreprise ou des membres de l'entreprise ont pu être les auteurs. Et puis de l'autre côté, nous avons également un statut de lanceur d'alerte qui n'a rien à voir avec celui de la loi Sapin 2 parce qu'il ne suit pas le même régime, mais il est important de le rappeler pour expliquer qu'il existe deux typologies de lanceurs d'alerte différents dans l'entreprise, le lanceur d'alerte anticorruption et le lanceur d'alerte harcèlement moral, qui effectivement est régi par le Code du travail et suit un tout autre dispositif juridique, puisque dans le second cas, il va impliquer l'intervention des institutions représentatives du personnel, ce qui n'est absolument pas le cas à ce jour s'agissant du lanceur d'alerte anticorruption. Donc, un crime ou un délit, une violation grave ou manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. De quoi s'agit-il? Très concrètement, il s'agit notamment des conventions internationales ratifiées par la France, soit dans le cadre des droits de l'homme, soit en matière d'environnement. C'est à celle-ci que pensait le législateur lorsqu'il a mis en place cette disposition. En réalité, imaginons l'hypothèse qui a été évoquée par Jean-Claude Delgenne en prolégomène, l'hypothèse d'une entreprise qui traiterait des déchets, par exemple, et qui, effectivement, sous couvert de dire qu'elle assure un traitement écologique des déchets, finirait par les enterrer ça et là. Et hélas, ce n'est pas une hypothèse d'école, puisque c'est un phénomène qui touche à peu près toute l'Europe, et en particulier l'Europe méridionale aujourd'hui, c'est le retraitement des déchets, où effectivement des mafias locales enterrent les déchets, et, ce qui entraîne des pollutions des sols pour, si ce n'est des siècles et des siècles, mais à tout le moins de nombreuses années, avec un coût très élevé tant en matière épidémiologique, tant qu'en coût de traitement du déchet par la suite, du fait du retraitement de celui-ci et du retraitement des sols. Dans ce cadre-là, effectivement, une entreprise qui agirait de la sorte pourrait faire l'objet d'une alerte. Le collaborateur qui agirait ainsi se verrait reconnaître le statut de lanceur d'alerte. Petit aparté pour bien préciser le propos, le lanceur d'alerte, effectivement, peut être un salarié de l'entreprise
il peut être aussi effectivement un collaborateur, c'est-à-dire effectivement un salarié du fournisseur de l'entreprise, il peut être un salarié des prestataires de l'entreprise, effectivement, et il peut agir en adressant une alerte à l'adresse email dédiée, puisque effectivement, dans les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, dorénavant, l'entreprise doit mettre à disposition une adresse alerte qui va en général s'appeler référent anticorruption du nom de l'entreprise, pour permettre effectivement à chacun de pouvoir lancer une alerte. Étant précisé que là aussi, en termes de confidentialité et de secret, les process et les dispositifs issus de la loi Sapin précisent alors que cette boîte mail doit être abritée sur un serveur différent de celui de l'entreprise, et c'est une recommandation puisque effectivement on doit avoir une inviolabilité et personne ne doit pouvoir accéder à cette adresse email en dehors du référent anticorruption qui a été désigné par le représentant légal de l'entreprise en vue d'assurer cette mission de gestion de l'alerte de manière totalement indépendante pour permettre la résolution d'une alerte, puisque effectivement, dans le process et les étapes de l'alerte, nous avons 3 étapes. Nous avons le lanceur d'alerte qui effectivement émet l'alerte en direction du référent anticorruption, par exemple, et ou du dirigeant s'il n'y a pas de référent anticorruption. Il y a alors le traitement de cette alerte par le dirigeant ou par le référent anticorruption de l'entité pour apprécier les critères que j'ai évoqué avec vous, notamment le caractère désintéressé et de bonne foi du lanceur d'alerte, la nature de l'alerte qui est lancée, et fort de cela, effectivement, le dirigeant ou le référent anticorruption revient vers le lanceur d'alerte pour le faire connaître les suites qu'entend donner l'entreprise à son alerte. À défaut de réponse dans des délais définis par la loi Sapin 2, effectivement, le lanceur d'alerte retrouve une forme de liberté, c'est-à-dire qu'il peut saisir directement les services du ministère public, le procureur de la République, et effectivement, dans un autre temps, si il s'agit d'une violation imminente et grave, il peut même alerter les médias. Voilà la gradation du dispositif de lanceur d'alerte. La gradation du dispositif de lanceur d'alerte, comme nous le disions, donc, soit violation d'un engagement international, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale, hein, et là, on pourrait penser effectivement à des problématiques, citons-les, de blanchiment dans le cadre du droit de la guerre, dans le cadre du traitement et de l'oppression des minorités, des crimes de guerre, etc. Et on se rend compte effectivement, l'actualité récente vient de nous le rappeler, que ce n'est pas une hypothèse d'école, hein, puisque nous verrons bien ce que donneront ces informations judiciaires, mais prenons l'exemple de ces sociétés de télécommunications françaises qui viennent d'être mises en cause par la justice française pour des complicités de génocide ou pour des complicités de crimes de guerre à raison du matériel informatique qu'elles ont pu vendre dans tel ou tel pays du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne, etc., etc. Les dix éléments ayant été utilisés par quelques régimes autoritaires locaux, effectivement, à des fins éventuellement génocidaires ou à des fins répressives ciblées de populations à raison de leur race, de leur sexe, de leurs opinions politiques ou de leur orientation. Tout l'intérêt, voilà, donc du dispositif loi Sapin. Les conditions qui ressortent donc de cette loi Sapin et effectivement cette condition de bonne foi qui est fondamentale. Une fois que nous avons réuni les conditions du statut de lanceur d'alerte, eh bien, ce statut doit permettre normalement de protéger le lanceur d'alerte des représailles au titre des faits signalés. Au titre des faits signalés, puisque effectivement, dès lors où il a émis une alerte, il ne pourra pas faire l'objet de sanctions disciplinaires ou de discrimination si cette alerte a été jugée comme recevable, c'est-à-dire qu'il était de bonne foi et désintéressé et que effectivement les faits dénoncés étaient raisonnablement vraisemblables.
Il ne s'agit pas de lancer une alerte juste pour désigner à la vindicte populaire le directeur général, le directeur de service avec qui on entretient une inimité et effectivement dont on souhaite assez maladroitement, dirais-je, se venger. Puisque dans ce cas-là, effectivement, le lanceur d'alerte perd son statut et peut faire l'objet alors de sanctions disciplinaires et plus encore, effectivement, de poursuites éventuellement d'ordre pénal au titre de la dénonciation calomnieuse. Si le lanceur d'alerte bénéficie de son statut, effectivement, la Cour de cassation qui a été amenée à statuer sur cette question, un arrêt qui est du 21 juin 2017 vient dire que aucune mesure disciplinaire, et notamment de licenciement, aucune discrimination, les mises au placard par exemple, ne peuvent être prises à l'encontre d'un lanceur d'alerte. Quels sont les faits alors qui peuvent être visés par la loi Sapin 2? Les faits qui peuvent être visés par la loi Sapin 2, c'est la corruption, le trafic d'influence, le détournement de fonds, le favoritisme, les prises illégales d'intérêt, la concussion, abus de biens sociaux et abus de confiance, escroquerie et les ententes. En réalité, avec ces infractions pénales, vous comprenez effectivement alors qu'on arrive à couvrir à peu près l'ensemble des activités économiques de l'ensemble des opérateurs agissant dans un marché. Ces infractions, quelles sont-elles? Alors la corruption, effectivement, parce qu'il faut un peu se comprendre, la définition juridique qui est donnée de la corruption peut être différente du sens commun que nous en avons, puisque en réalité, le sens commun confond corruption et trafic d'influence, par exemple. La corruption, c'est, dans un esprit strict, le fait pour une personne investie dans une fonction déterminée. Alors, évolution de la loi, effectivement, aujourd'hui, et la loi réprime tant la corruption privée que publique. Jadis, la corruption ne concernait que les collectivités territoriales et principalement les États, et, les fonctionnaires, etc. Il y a eu une grande évolution de la loi, effectivement, qui est déjà fort ancienne et qui précède la loi Sapin 2, je tiens à le souligner, qui est plutôt de l'époque de la loi Sapin 1 d'ailleurs, et bien avant même encore sur ce sujet, qui réprime la corruption privée. C'est le fait, effectivement, que vous ayez telle ou telle personne dans l'entreprise qui, en contrepartie d'un avantage, quelle qu'en soit la nature, prennent des décisions qui sont contraires, effectivement, éventuellement aux intérêts de l'entreprise, et que ces décisions n'aient été déterminées qu'à raison de l'existence de ce qu'on appelle alors ce pacte de corruption. La corruption, donc, c'est le fait de solliciter, d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. On distingue alors deux types de corruption. La corruption active. La corruption active, c'est le corrupteur, c'est celui qui va proposer l'avantage en disant, voilà, je viens vous voir, est-ce que vous seriez d'accord pour faire ça? Et en contrepartie, moi, je vais vous donner telle ou telle chose. Alors la corruption aussi, c'est très important. Je vous dis, est-ce que vous seriez d'accord pour faire cela? Mais je pourrais aussi vous demander, est-ce que vous seriez d'accord pour ne pas faire cela? La corruption, c'est à la fois les actes de commission et les actes d'abstention, c'est-à-dire d'omission. Je m'abstiens de prendre une décision qui serait légitime dans l'entreprise parce que en m'abstenant de prendre cette décision, effectivement, elle va être favorable à celui qui est venu me voir dans le cadre de ce pacte de corruption. Donc, cette corruption active s'oppose à la corruption passive. La corruption passive, vous l'aurez compris, c'est le corrompu, c'est-à-dire le fait d'accepter un pacte de corruption, un don, un avantage quelconque, alors que, investi d'une fonction déterminée, il nous appartiendrait de prendre une décision. De prendre une décision, et effectivement, le législateur, de ce point de vue, a voulu alerter sur l'importance de ces comportements dans le marché, puisque s'agissant des agents publics, ces délits sont punis de 10 années d'emprisonnement, qui sont des peines extrêmement lourdes et élevées, puisqu'il s'agit de la dernière peine délictuelle dans l'échelle des peines. Après, nous sommes dans les peines criminelles, avec des amendes conséquentes, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros d'amende, et même des amendes dont le montant peut être proportionnel
au chiffre d'affaires de l'entité économique lorsque, effectivement, la corruption est le fait de personnes morales. Par ailleurs, sont également visées les corruptions privées avec une peine de 5 années d'emprisonnement, effectivement. Donc, le fait, je prends l'exemple, hélas, que nous pouvons rencontrer, nous, praticiens, dans le cadre d'une entreprise, de constater que le directeur des achats va, entre guillemets, et c'est un abus de langage, favoriser tel ou tel fournisseur en échange d'un avantage. Eh bien, ça, c'est un acte de corruption, très clairement, qui sera réprimé de 5 années d'emprisonnement. Première infraction. Deuxième infraction, le trafic d'influence. Alors, le trafic d'influence, qu'est-ce que je sais? La corruption, c'est une relation en B2B. Je vais voir quelqu'un et je lui demande de faire quelque chose en échange d'un avantage. Le trafic d'influence, c'est une relation à 3 personnes. Je vais voir quelqu'un dont je sais qu'elle n'a pas la capacité de déterminer l'acte que je recherche, mais son influence, justement, lui permet d'interférer sur celui qui aura la capacité de déterminer l'acte que je recherche. Et effectivement, dans ce cadre-là, je vais aller voir, par exemple, un directeur général d'une entreprise, parce que je le connais bien, et puis éventuellement parce que moi-même, je suis fournisseur de l'entreprise, et je vais voir ce directeur général en lui rappelant que je suis très honoré quand même d'avoir sa belle-fille comme collaboratrice de mon entreprise et qu'il me ferait plaisir, effectivement, compte tenu de la bonne entente et des liens plus qu'amicaux que nous pouvons entretenir, de récupérer le marché d'entretien de l'usine dont il est le directeur général et pour lequel, effectivement, il y a un directeur d'usine, puisque le groupe étant ce qu'il est, effectivement, lui se tient en haut de la direction et il a différents sites. Et je viens lui expliquer que je serais très honoré d'assurer le marché d'entretien de l'usine X ou Y de son groupe. Ce à quoi il me répond qu'il n'a pas la main, puisque effectivement, c'est le directeur de l'usine qui a la main pour désigner à la suite d'un appel d'offres les fournisseurs adaptés pour assurer l'entretien de cette usine. Mais qu'à cela ne tienne, il fera tout son possible pour faire comprendre à ce directeur d'usine en quoi le profil de mon entreprise est le meilleur et le plus adapté pour concourir idéalement et remporter ce marché qui va s'ouvrir. Fort des qualités de mon entreprise et sans doute de mon entretien avec mon directeur général, mon entité économique finit par obtenir le marché d'entretien de cette usine X. Eh bien, et en contrepartie de quoi, effectivement, j'ai expliqué à ce directeur général qu'il fasse savoir, bien évidemment, que nous serons très honorés d'accueillir en séminaire le directeur de l'usine et que pour la cause, il nous semble opportun que ce séminaire puisse se dérouler dans les Bahamas et dans des conditions extrêmement favorables. Ce que je vous raconte n'est pas une hypothèse d'école, hein, puisque effectivement la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est compétente, régulièrement retranscrit des arrêts rapportant cette situation. Il y en a quelques-uns célèbres qui ont pu concerner, par exemple, des journalistes qui ont pu avoir ou qui ont encore une heure de gloire. Ça s'appelle alors le trafic d'influence, effectivement, et comme pour la corruption, on distingue le trafic d'influence actif, c'est-à-dire celui qui va aller demander l'intervention, et le trafic d'influence passif, c'est celui qui va être récipiendaire de l'intervention et qui va dire « Ok, je me charge de ce que les choses rentrent dans l'ordre et je me charge de ce que la personne qui a le pouvoir de décider agisse comme nous le souhaitons. » Ces infractions, là encore, sont réprimées de 10 années d'emprisonnement, hein, le législateur considérant qu'il s'agit de comportements extrêmement inadmissibles. À la différence de la corruption, le trafic d'influence ne vise que les personnes publiques. Il n'y a pas de trafic d'influence privé. En général, de toute façon, la corruption privée permet d'appréhender l'ensemble des faits.
Autre infraction vue par la loi Sapin, c'est le détournement de fonds. Hein. Le détournement de fonds, alors là, il s'agit que du détournement de fonds publics, puisque effectivement, dans l'entreprise privée, et nous allons en parler en parallèle, ça s'appelle soit l'abus de bien social, soit l'abus de confiance. Le détournement de fonds publics, effectivement, c'est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de détruire, détourner, soustraire un acte ou un titre, des fonds publics, des effets, des pièces ou tout autre titre en tenant lieu ou tout objet qui lui a été remis à raison de ses fonctions ou de sa mission. Très simplement, quelle que soit la forme, qu'il s'agisse du détournement de fonds publics, de l'abus de confiance ou de l'abus de biens sociaux, c'est un détournement illégitime des fonds, des actifs d'une entreprise, d'une organisation, dans un intérêt qui est contraire ou qui n'est pas conforme à l'objet pour lequel les fonds, les objets, les effets vous ont été confiés. Pour passer très simplement, vous avez des détournements de fonds publics ou des abus de biens sociaux. Typiquement, c'est celui qui va abuser de la carte de crédit de l'entreprise. C'est celui qui va abuser de la carte de crédit de la collectivité territoriale, de l'office des HLM, je vous donne quelques exemples très divers et variés pour voir la plénitude de l'application de ces dispositions. C'est celui qui, effectivement, président d'un institut, va faire prendre en charge par cet institut des frais sans commune mesure, qu'il s'agisse de billets d'avion à titre privé, qu'il s'agisse d'acquisition de matériel. Je vous donne un exemple. J'ai eu à connaître dans un ministère, effectivement, un ministre avait considéré que effectivement il devait disposer pour son épouse d'un support informatique et d'outils informatiques à son domicile particulier. Et il considérait que les factures de réparation de ce matériel devaient être supportées par le ministère. Eh bien, effectivement, le comptable public s'est opposé à cela en disant non, la dépense ne pourra pas être prise en compte par l'administration. Et plus problématique est-il, c'est que si elle était prise par l'administration, il s'agirait d'un détournement de fonds publics. Autant vous dire qu'effectivement, le ministre n'a pas demandé son reste et nous n'en avons plus jamais entendu parler. Autre exemple, effectivement, des infractions qui sont prises en considération, c'est le favoritisme et la prise illégale d'intérêt. Alors, le favoritisme et la prise illégale d'intérêt sont des infractions qui concernent les marchés publics et ce qu'on appelle la commande publique. Le favoritisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, lorsque vous êtes un pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire à la tête d'un marché public. Alors, marché public, ils se sont de plus en plus accrus. Les marchés publics ne sont pas seulement le fait des entités strictement publiques. Évidemment, un ministère qui passe un marché, c'est un marché public. Une collectivité territoriale, une ville, un département, une région, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un marché public aussi. Mais vous pouvez avoir d'autres types de marchés publics. Un établissement social pour l'habitat, hein, pour faire simple, une société de HLM, passe aussi des marchés publics, elle est pouvoir adjudicateur au sens du droit communautaire. Autre exemple encore, une association dite transparente, c'est-à-dire qui en réalité n'est financée, dirigée que par la puissance publique, va alors de fait aussi passer un marché public. Et effectivement, elle sera un pouvoir administrateur. La Ligue contre le cancer, par exemple, ou des choses comme ça, sont de fait des pouvoirs adjudicateurs et effectivement, ils doivent respecter la commande publique, les principes de la commande publique, transparence, égalité, neutralité et égal accès à la commande publique. Fort de cela, vous aurez compris que effectivement, si vous octroyez à un tiers un avantage injustifié ou en violation des dispositions garantissant la liberté d'accès ou d'égalité des candidats dans l'attribution des contrats ou des délégations de la commande publique, eh bien, vous encourez les fourches codines de la justice. Hein, c'est un délit réprimé de 2 années d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. À chaque fois, n'oublions jamais que l'ensemble de ces délits
peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle du recel, c'est-à-dire que effectivement, celui qui va bénéficier de l'avantage, lui aussi est l'auteur d'une infraction pénale qui s'appelle le recel, et effectivement, au titre de la poursuite, et donc au titre de la dénonciation que pourra être amené à faire le lanceur d'alerte, eh bien, l'ensemble des personnes pourront se retrouver dans un tribunal. La prise illégale d'intérêt, c'est à peu près la même chose. C'est le fait, effectivement, de confondre l'autorité décisionnaire et l'autorité bénéficiaire, hein, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les formes de pantouflage, hein, c'est j'étais dans l'administration, je la quitte, j'intègre une entreprise privée et laquelle se trouve en négociation avec l'administration. Eh bien, effectivement, j'ai un risque de me trouver en prise illégale d'intérêt parce que on va dire, bah non, ce n'est pas possible. Vous aviez été celui qui devait contrôler une activité économique. Aujourd'hui, vous êtes dans l'activité économique. Vous ne pouvez plus discuter avec l'administration à ce titre-là parce qu'il y a une forme, et c'est ce qu'a appelé Jean-Claude Delgen, de conflit d'intérêts. La concussion, et j'en terminerai par là, effectivement, c'est le fait pour les autorités comptables publiques de réaliser une malversation. Voilà les infractions, effectivement, qui peuvent être voilà les malversations et les infractions qui peuvent être dénoncées au titre du lanceur d'alerte. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'en reste-t-il? Il en reste que des choses sont importantes, la mise en place de la cartographie des risques dans l'entreprise, la mise en place de dispositifs d'alerte et la création de l'Agence française anticorruption. Agence française anticorruption très importante puisque effectivement c'est celle-ci qui va s'occuper de la régulation sur l'ensemble du marché économique de l'ensemble de ces entités. Les premiers résultats nous font apparaître que si effectivement nombre d'autorités se sont engagés dans les codes de bonne conduite, effectivement quelques difficultés restent à faire. On se rend compte que 63% ont mis en place des codes de bonne conduite, 61% ont mis en place des sanctions disciplinaires à la suite des alertes, hein, et effectivement, on considère que les alertes ont été efficaces dans 59% des cas. Autre cas, effectivement, les entreprises ont mis en place une cartographie des risques pénaux, c'est-à-dire que dorénavant, au même titre que le document unique des risques dans l'entreprise, vous avez un document qui identifie les risques liés à la loi Sapin, on va dire les risques de corruption. Vous aurez compris que effectivement c'est un peu plus large que ça. Ce qui importe évidemment, c'est une obligation de formation et toujours mesurer la corruption au niveau des appels d'offres avec les fournisseurs, les relations avec les intermédiaires et les négociations commerciales. L'efficacité est déterminante et effectivement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Agence française anticorruption invite les entreprises à procéder aux évaluations de leur mécanique de contrôle d'évaluation dans les entreprises, ce qui est la prochaine étape de la mise en œuvre de la loi Sapin. Je vais restituer la parole à Jean-Claude pour conclure ce propos et échanger avec vous si vous le souhaitez. Merci. Merci Yves de cette brillante intervention. Donc on voit que la réglementation s'est durcie, que les dispositions se sont étoffées dans le cadre européen, mais qu'on reste encore malheureusement dans une logique où les moyens, en particulier sur le plan juridique, manquent quand il faut faire face à des procès multiples. Donc il reste à rester donc vigilant pour la suite. N'hésitez pas à nous passer des questions. Il y en a quelques-unes qui sont en train d'arriver. Donc, on va y répondre. Alors, question de Fanny. Est-ce que les associations de plus de 500 salariés sont concernées par le devoir de vigilance? Je laisse… Alors, les associations, bien évidemment, sont des entités économiques, même si elles sont non commerciales, et elles sont concernées par le devoir de vigilance. Et effectivement, les associations, dès lors où elles ont plus de 50 salariés, doivent mettre d'ailleurs en place un dispositif de réception de l'alerte. Par ailleurs, pour répondre à l'autre question qui est de savoir l'adresse mail du référent anticorruption, effectivement, et là c'est la pratique, hein, c'est la pratique de la conformité, dès lors où on met en place un référent anticorruption, il faut lui dédier une adresse mail efficace, et en général, l'adresse mail va être référent anticorruption @ et le nom de la société. Et effectivement, cette adresse mail
doit faire l'objet d'un traitement particulier parce que, notamment dans les conservations de données des serveurs des entreprises, les services informatiques, etc., il faut s'assurer auprès de la direction des services informatiques que personne ne puisse accéder à cette adresse mail, puisque je vous rappelle quand même, et c'est un point très important, que la violation des éléments d'information du lanceur d'alerte par le référent anticorruption ou par quiconque, le directeur général par exemple, fait l'objet d'une sanction pénale, effectivement. Le délit de révélation des coordonnées et des identités du lanceur d'alerte, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Dernier point important qu'il me semble important de préciser, c'est que par effet de contamination, par effet de ruissellement, le dispositif de la loi Sapin concerne aujourd'hui effectivement et également les PME. Pourquoi? Parce que, et ça c'est tout l'esprit anglo-saxon, dorénavant dans n'importe quel contrat d'entreprise, de fourniture, de prestation de services, de vente, eh bien, l'entité qui est assujettie à la loi Sapin va devoir s'assurer auprès de ses fournisseurs qu'il n'y a pas de risque de corruption dans ce fournisseur, fût-il une PME. C'est la raison pour laquelle, et effectivement, c'est le bienfait de cette loi, éventuellement, vont se mettre en place des cercles vertueux, au terme desquels, y compris des gens qui ne sont pas nécessairement assujettis aux dispositions de la loi Sapin, vont devoir s'y assujettir et éventuellement pouvoir en faire un argument d'entrée en relation, un argument commercial en disant, effectivement, nous sommes une PME, mais notre société est compliance. Alors, une autre question qui nous vient là, toutes les formes juridiques sont-elles concernées par le devoir de vigilance, SA, SAS, SARL? La réponse est oui, puisque la seule chose qui importe, c'est la taille de l'entreprise. C'est la taille de l'entreprise. Deux seuils à prendre en considération. Au-delà de 50 salariés, mise en place d'un système d'alerte. Au-delà de 500 salariés, mise en place d'une structuration de cartographie et de devoir de vigilance. Je voulais un peu aussi compléter un point par rapport à ce qui a été dit. Il est important aujourd'hui, lorsque vous êtes confronté, si vous êtes confronté donc à des, je dirais, à des pratiques non conformes à la réglementation, de ne pas rester isolé. Donc, peut-être avant de lancer une alerte, faut-il que vous puissiez vous préparer les conditions de votre éventuellement mise en cause. Et donc, en vous rapprochant, nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'essayer de se rapprocher de personnes de confiance, par exemple, qui ont un statut, si vous n'êtes pas protégé, qui ont un statut de protection. Si vous allez vous parler du problème que vous avez rencontré, que vous avez constaté avec, par exemple, les membres du CSE, ou si vous en ouvrez, par exemple, à la médecine du travail, ou si vous avez d'autres de témoins, comme l'inspection du travail, ça sera quand même plus difficile de vous mettre en cause, de vous mettre indirectement en cause peut-être lorsque l'affaire sera rendue publique, ou enfin quand vous aurez tout au moins manifesté l'alerte. Donc, de ce point de vue-là, la vigilance, c'est aussi la prudence et le fait de ne pas rester isolé. Alors après, une autre question, y a-t-il un devoir de communication des entreprises vis-à-vis de ce sujet? Alors, y a-t-il un devoir de communication des entreprises vis-à-vis de ce sujet? Effectivement, si elles dépassent les seuils légaux, il y a nécessairement un devoir de communication puisqu'elles vont devoir expliquer à leurs collaborateurs le processus de l'alerte dans l'entreprise dédiée, puisque chaque entreprise peut avoir son process avec une étape au niveau de la recevabilité de l'alerte. Et normalement, si l'alerte est déclarée recevable, elle va donner lieu par la suite à une enquête interne qui sera réalisée par soit des organes extérieurs à l'entreprise, des cabinets d'audit, soit par l'audit interne si vous êtes dans un groupe consolidé. Et effectivement, la direction de l'audit prendra alors sa casquette d'enquêteur interne pour réaliser l'enquête interne et conforter ou infirmer les révélations du lanceur d'alerte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, quid de l'appréciation de la taille? La taille s'apprécie par entité juridique. Normalement, effectivement, le fait est, c'est que lorsque vous êtes dans des groupes consolidés, évidemment,
on appréciera la taille au niveau du groupe consolidé. Voilà, on a presque terminé cette prestation. Peut-être y a-t-il encore d'autres questions. De toute façon, vous pourrez retrouver l'intervention que nous venons de faire sur Webikeo. Vous pourrez donc le télécharger la présentation que nous laisserons. Voilà, donc on arrive au bout de cette heure de présentation. Je voulais vous remercier ainsi que Yves d'avoir été présent. Remercier aussi ceux qui téléchargeront et diffuseront cette information parce que on voit combien il est important de disposer de la bonne information pour mener à bien la lutte contre la corruption, contre la fraude multiple, qui a toujours des incidences au niveau collectif, au niveau de l'intérêt général. Voilà, donc encore une fois, merci à tous et très certainement à bientôt. Et n'hésitez pas donc à diffuser cet enregistrement auprès de tous ceux qui vous paraissent intéressés ou qui pourraient l'être tout au moins. Voilà. À bientôt et bon après-midi. À très bientôt. Et encore une fois, en matière de lutte anti-corruption, la chose la plus importante, c'est l'information et la formation. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.